Bienvenue les fortistes, bienvenue sur Forty Something. La première chose que vous allez faire, enfin si vous avez un peu d'amour dans votre cœur, c'est de me laisser un petit pouce. Le petit pouce, je ne le répéterai jamais assez, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Vous ne savez même pas quel pouvoir vous avez avec ce petit pouce. Alors je vous demande pas de commenter, je vous demande pas de booster, ni de vous abonner, mais si vous le faites, ça me fait très plaisir bien évidemment. Mais surtout, le petit pouce, c'est la base. Passé ce préambule, on se retrouve pour un nouveau mag. C'est déjà la 6ème. Et j'avais envie de parler de tout un tas de trucs alors. De quoi on parle cette fois? Eh bien tout d'abord, on va parler de l'affaire Patrick Bruel. Ouais, Patrick Bruel, c'est un comédien, c'est un chanteur, ça concerne directement Forty Something. Et je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ce marasme qui est en train de se dérouler autour du personnage. On va parler de quoi d'autre? On va parler aussi des polémiques autour de Fender. Et ouais, je pouvais pas fermer ma gueule, vous me connaissez. Alors c'est peut-être pas vraiment mon rôle de parler de tout ça. Moi je suis un petit guitariste de salon. Je suis pas professionnel, je suis pas prof de guitare, je suis pas guitariste émérite. Et pourtant, ça m'intéresse vachement cette affaire, pour tout ce que ça dit un petit peu de notre monde actuel. D'ailleurs, on se penchera aussi sur le cas des Fender Rolex, vous savez, ces guitares qu'on abîme en usine tout à fait volontairement. On va voir ce que c'est que ce phénomène. On va parler en bref dans ce mag de Kev Adams aussi. Vous savez que Kev Adams s'est exilé aux États-Unis dernièrement et il y entreprend une belle carrière d'humoriste, apparemment. On va voir si ça va durer. On va parler aussi vite fait de Alexandre Astier, qui avait été interrogé il n'y a pas si longtemps sur le plateau de Clément Viktorovitch. On va parler de quoi d'autre? On va parler aussi de Doctor Who. Ça y est, la série Doctor Who est pour l'instant mise en stand-by. Ouais, à force d'y aller un petit peu trop sur la pédale walk, ça a eu raison de la série. Une série qui a commencé, je crois, au milieu des années 60. Enfin bon, bref, presque 700 épisodes de Doctor Who pour arriver à cette triste conclusion pour le moment. Et puis on finira par une petite réflexion, une toute petite réflexion que je partagerai avec vous, tout à fait personnelle, sur les moyens dont on dispose aujourd'hui pour faire de la musique, pour faire du cinéma. Et finalement, on voit que ça ne nous aide pas tant que ça à accoucher d'œuvres que tout le monde adore. Le cinéma, c'est pas la fête. La musique, je trouve pas que ce soit la fête non plus. Et on va se poser la question de savoir si finalement cette abondance de moyens ne nuit pas tout simplement à la créativité. Et on commence par l'affaire Bruel. Alors l'affaire Bruel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Bruel. Elle a explosé il n'y a pas si longtemps. Je trouve ça fascinant, tout ce qui se passe autour de ce personnage. Pour vous dire la vérité, moi j'avais prévu une petite émission sur Patrick Bruel il n'y a pas si longtemps. J'ai racheté son disque Alors Regarde il y a genre quelques mois avant que tout ça n'explose. Et puis je l'ai réécouté, je l'ai trouvé pas mal. Je me suis dit c'est intéressant quand même de voir la trajectoire de cet artiste, de cet homme qui s'est réinventé un petit moment. Et puis alors là, on a soulevé le couvercle de la couscoussière et tout a explosé. Alors bien évidemment que je vais pas jouer ici au juge et parti dans toute cette affaire. Moi, je vais rien dire du tout sur le personnage, sur l'homme, sur l'affaire en cours, ou très peu, parce que finalement, il y a quand même la présomption d'innocence, donc les tribunaux vont faire leur travail. On dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, il y a quand même beaucoup de fumée, on va dire. Depuis que Flavie Flament s'est exprimé, il y a beaucoup de fumée. Faut ventiler un petit peu, faut ouvrir les fenêtres pour voir clair. On notera aussi la voracité de la presse à se jeter sur tout ce qui fait vendre, Aujourd'hui, plus que jamais, la presse se jette un peu sur tout ce qui fait l'événement. Vous allez voir sur les sites genre Yahoo et tout ça, Patrick Bruel, avec à chaque fois des révélations un petit peu fumeuses parfois, parce qu'on entend maintenant n'importe qui un petit peu s'exprimer. Vous avez droit à une ancienne coach de la Star Academy témoigne, tout le monde savait, Bruel, on en parlait dans les couloirs, ouais, mais sauf qu'elle donne pas son nom. Donc témoigner comme ça, de manière anonyme, et on en a plein des gens comme ça qui viennent témoigner maintenant de manière tout à fait discrète et anonyme sur le cas Bruel. Je trouve pas que ça ait beaucoup de poids dans cette affaire. Bref, je dis ça avec beaucoup de retenue, parce que j'ai bien sûr énormément de respect pour toutes celles qui réussissent, qui trouvent le courage de s'exprimer, qui trouvent le courage de parler aujourd'hui. Je ne jugerai en rien de l'affaire, je le répète, mais malgré tout, il y a quand même une plainte, 2 plaintes, beaucoup de fumée pour pas qu'il y ait de feu, 10 plaintes, ça fait beaucoup quand même. Et je me pose quand même un petit peu la question aussi, quand je lis la presse, de savoir pourquoi tant de temps, Pourquoi tant de temps avant de parler du phénomène Bruel, si vraiment ça a été ce dont on parle, Bruel, ce personnage un peu craspec en coulisses. Pourquoi on a mis tant de temps à s'exprimer? Quel était son poids? Bah ouais, forcément, il avait un gros poids, Bruel, parce qu'il y a eu l'époque de la Bruelmania. Et c'est pour ça que je voulais en parler à un moment, parce que je trouvais le phénomène tout simplement fascinant. Patrick Bruel, vers début des années 80, il commence à s'engager un petit peu, il fait de l'acting, il fait un petit peu de comédie, il fait un petit peu de chansons, et je crois que son premier album sort aux alentours, je crois en 84, dans une discrétion quasi totale.
il remplit un petit peu, il fait l'Olympia je crois à l'époque, quelques soirs de suite et puis c'est à peu près tout, mais le disque ne convainc pas totalement. C'est une période où il a un peu l'image d'un petit rigolo, hein. Il fait des seconds rôles et puis il chante Marre de cette nana là, vous voyez ce type de chanson, comment ça va pour vous, enfin vous voyez, vous connaissez ces titres. C'est vraiment à la fin des années 80, je crois que alors regarde, ça sort en 89 et c'est marrant de voir à quel point il va se réinventer alors, hein, un chanteur qui arrive avec ses petites bouclettes, sa coupe mi-longue, son espèce de manteau qui flotte au vent, sa guitare, son bandana, enfin il s'est réinventé un personnage, il s'est créé un personnage, Bruel, et il va devenir un petit peu l'idole, le porte-parole quand même de toute une génération, et cet album, cet emblème que deviendra Alors Regarde, qui sera usé jusqu'à la lie, c'est un album que je trouve encore ultra efficace aujourd'hui, hein, particulièrement bien produit, Alors Regarde, Place des Grands Hommes, toute une flopée de titres, l'album a été vraiment poncé par la plupart d'entre nous, et je trouve finalement tout ce qui se passe aujourd'hui un petit peu triste, parce que Bruel, ça a été tout un phénomène à un moment. Alors bien sûr, on va se poser la question, séparer l'homme de l'artiste, est-ce que c'est possible? Je vous le dis clairement, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait, oui bien évidemment, séparer l'homme de l'artiste, à chaque fois. Il y a tout un tas de films que vous connaissez, de romans qui ont été écrits par des personnages absolument débectables, et pourtant ils sont encore là, souvent les affaires n'ont même pas éclaté, donc il y a des gens sans doute immondes qui ont écrit des choses qu'on adore tous, et toutes, et séparer l'homme de l'artiste, ça a quand même ses limites. Je comprends aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui prennent un peu de recul, que Nagui dise, bon ben dans mes jeux télévisés, on n'entendra plus les paroles de Bruel, que Bruel soit déprogrammé de certaines stations radio, quasiment toutes. On se pose la question aujourd'hui dans les médias de savoir, est-ce que sa carrière est terminée? Ben, bien évidemment, faites pas semblant de pas le savoir, sa carrière elle est complètement foutue. Parce que s'il y a une chose que les médias ne savent pas faire, c'est séparer l'homme de l'artiste, et d'ailleurs le public n'est pas prêt pour ça. Aujourd'hui, moi-même, je pense qu'il faut séparer les artistes de leur comportement hors scène, et je vous dis ça, et j'ai beaucoup de mal, par exemple, moi, à réécouter aujourd'hui un disque de Noir Désir. Noir Désir, l'album 666 Club, vous savez, là où il y avait les nuages, c'est un album que je trouve extraordinaire, que je trouve vraiment percutant. Aujourd'hui, on devrait l'entendre partout, à une époque où le RN autoporte du pouvoir, où il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, où une petite dictature douce s'installe plus ou moins. Je trouve que les paroles de Noir Désir avaient vraiment du sens, on devrait vraiment chanter un petit peu certaines paroles de Noir Désir dans les manifs, ça ferait du bien, mais on va certainement pas s'amuser à reprendre aujourd'hui les paroles de Bertrand Cantat. Moi, quand j'écoute du Noir Désir, j'ai quand même du mal à détacher un peu ce que j'écoute du fait qu'il y a un mec qui a quand même foutu la tête de sa compagne contre un radiateur. Moi, ça me gêne un petit peu, donc ça, c'est tout à fait personnel. J'arrive pour l'instant à écouter encore le Patrick Bruel, même si c'est pas mon disque de chevet et que je l'écoute pas tout le temps. J'arrive quand même à l'écouter dans le privé. Après, la réalité pour ces artistes, c'est qu'ils seront plus programmés nulle part. Bruel, il fera plus de spectacles. Bruel, il fera plus de live. Bruel, il va être persona non grata un peu partout, donc bien sûr qu'on pourra toujours l'écouter chez soi, c'est en soi qu'on peut séparer l'homme de l'artiste, mais on le sépare pour nous-mêmes, tranquillement à la maison. Ceci dit, sa carrière, bien évidemment qu'elle est terminée, et c'est bien ça le plus triste, parce que ce que j'aimerais dire ici, et ce dont on n'entend jamais parler, c'est qu'il y a une grande victime dans tout ça. La plus grande des victimes, finalement, de toute cette affaire, ben, c'est vous, c'est nous, c'est toute une génération, parce que pour celles, principalement je dis celles qui ont écouté Bruel dans leur jeunesse, et j'ai des amis autour de moi qui ont écouté beaucoup Patrick Bruel, bah ça jette un petit peu les souvenirs au feu, quoi, quelque part. Ça, on peut pas s'empêcher de se dire, à l'époque j'allais le voir sur scène, à l'époque j'adorais Bruel, à l'époque j'avais ses posters sur les murs de ma chambre, et puis aujourd'hui on se dit, ah ben ces souvenirs finalement ils sont complètement biaisés. Moralité, hein, messieurs les artistes, là encore, je ne juge pas de la présomption d'innocence, tout ça, mais quand même, avant de la sortir, avant de faire des choses que la morale réprouve, songez bien que vous n'êtes pas les premières victimes. La première victime de tout ça, finalement, c'est le public, c'est les souvenirs, l'attachement qu'on a à ces artistes. Quand Bruel, il va peut-être aller en prison, il va peut-être, je sais pas ce qui va se passer avec l'affaire Bruel, mais le fait est que toutes celles et ceux qui ont écouté Bruel, toutes celles et ceux qui ont été en concert, toutes celles et ceux qui ont chanté à tue-tête, et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, bah aujourd'hui ils se disent, ah ouais, c'était ça, Bruel, donc quelque part ça ternit un petit peu ces souvenirs du passé, et c'est ça vraiment que je trouve là le plus triste, c'est de voir tous ces souvenirs de gosses qui sont un petit peu passés à la moulinette du présent. Voilà. Le scandale Fender maintenant. Le scandale Fender, c'est quoi? Bah dernièrement, Fender a gagné un procès en Allemagne. Alors, je vais vous faire un petit peu toute l'histoire. Vous connaissez la marque Fender, vous connaissez ces guitares iconiques, et la marque créée par Leo Fender. C'est en 1938 que Leo Fender fonde Fender Radio Service. Alors, c'est une petite boutique, il répare des amplis, il fait d'autres trucs, puis petit à petit, il va rentrer en contact avec des musiciens. 1950, c'est la première guitare électrique produite en série, l'Esquire, et puis l'entreprise va gonfler jusqu'à être rachetée par CBS en 65. De 65 à 85, l'entreprise est menée par CBS qui à un moment jette l'éponge, cette entreprise qui sera ensuite reprise par un conglomérat d'actionnaires, ce qui explique un petit peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. En 2009, Fender tente de faire en quelque sorte de récupérer un petit peu les droits de sa création, la Stratocaster. On parle de la Stratocaster,
vous la connaissez hein, toutes et tous, la Stratocaster c'est ça, c'est une guitare absolument iconique, le manche, enfin la tête de manche a un petit peu changé, peu ou prou, mais en résumé, la Fender Stratocaster, c'est 3 micros simples au bobinage, c'est ces courbes féminines absolument sublimes, c'est ce petit vibrato, c'est cette guitare qu'on connaît toutes et tous, et qu'on a vu dans les mains des plus grands guitaristes. Le problème, c'est que depuis des années, et ça date déjà de 1954, et ben cette forme, si reconnaissable, elle a été un petit peu copiée de partout. Elle a été copiée en toute impunité, parce que finalement, ce modèle s'est imposé comme une certaine idée généralisée de la guitare électrique. Et Fender, ça leur va pas, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, conglomérat d'actionnaires, et quelque part, derrière, on se dit qu'il y a peut-être un peu d'argent à récupérer. Alors c'est pas la première fois que Fender, elle tente de récupérer un peu les droits de ce design, de ce corps que tout le monde connaît. En 2009 déjà, la marque tente de faire un procès aux États-Unis. Et puis là, bien sûr, la marque est déboutée. Non, ce design, il est rentré un petit peu dans la culture populaire. Bref, en gros, tout le monde peut continuer à exploiter un petit peu ce design. Alors ça va donner lieu même à certains abus, hein, et on commence à avoir une époque de contrefaçon. Ça, on va en parler. C'est cette année, en mars 2026, que Fender réitère un petit peu, réessaye à nouveau. Alors là, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. En mars 2026, il y a eu un jugement rendu à Düsseldorf. Qu'est-ce qui s'est passé? Fender attaque une compagnie d'AliExpress, hein, une petite compagnie chinoise qui vend des contrefaçons de Fender sur AliExpress. Elle l'attaque à Düsseldorf en Allemagne. Donc il faut savoir qu'il y a un droit européen. Toutes les décisions qui vont être décidées à Düsseldorf vont être applicables dans toute l'Europe. Et là, en l'occurrence, ils attaquent cette compagnie. À mon avis, c'est totalement planifié derrière. Ils savent que forcément, une compagnie de contrefaçon chinoise comme ça ne va pas se déplacer. Donc ils se présentent pas au procès. Quand on se présente pas au procès, du coup, ça donne du poids à la partie adverse. Fender gagne le procès. Expression créative originale, œuvre d'art appliquée. Voilà comment le tribunal de Düsseldorf va qualifier la Stratocaster. En gros, maintenant, la Stratocaster, c'est une œuvre d'art. Et ça peut changer la donne. Alors bien sûr, il y a eu un gros branle-bas de combat contre Fender, qui se fait littéralement détruire par les fans. Je n'achèterai plus de Fender de ma vie, c'est une honte ce qui se passe, parce que tout le monde a peur que Fender récupère un petit peu ce design et qu'il fasse la chasse à tout un tas de compagnies qui, finalement, ont popularisé des modèles très très proche de Fender. On peut se demander si c'est normal. Là, je pose presque la question. Quand John Mayer, il se barre de chez Fender pour aller faire sa Silver Sky chez PRS, PRS notamment sont des grands adorateurs du design Fender. Les PRS Silver Sky, si vous regardez la guitare de John Mayer, franchement, si vous me dites que c'est pas une Strat, en dehors de la tête du manche et des oiseaux sur le manche justement, franchement, je vois pas trop la différence. Donc on peut se dire que John Mayer, il a quitté Fender pour aller faire sa Fender chez PRS. Est-ce que c'est de la concurrence déloyale? J'en jugerai pas, on va laisser encore le temps passer. Moi, je crois qu'il faut pas s'affoler. Fender, ils vont pas demander à PRS d'aller brûler leur stock, ils vont pas demander à toute la concurrence d'arrêter de faire des corps de Strat, ça sera absolument impossible et débile. De toute façon, le premier qui va essayer, il va dire non, regarde, j'ai enlevé un demi-centimètre d'un côté, un demi-centimètre de l'autre, la guitare est un poil plus échancrée, puis ils vont dire non, c'est pas une Strat. De toute façon, ça, le corps de la Strat, c'est devenu tellement classique, tellement repris de partout, qu'on peut pas aujourd'hui, comme ça, dire que seul Fender peut utiliser ce design. Je pense pas que ça soit juste possible. L'avenir nous le dira encore une fois, mais je pense pas que ce soit possible. Après, je pense que ça coupera peut-être court à certaines contrefaçons dans certains pays qui arrivent où là c'est vraiment de la honte. Peut-être aussi que le terme même de ST pour Stratocaster, hein, vous voyez souvent sur des sites de guitare le terme forme ST ou notre ST ou un truc comme ça, peut-être que ça on va mettre un petit peu la pédale douce dessus. Je trouve pas franchement dans le fond que Fender, l'entreprise, a tort, parce que c'est quand même leur création, c'est la création de Leo Fender. Alors beaucoup vont vous dire, ouais, Leo Fender, il piquait déjà des idées à droite à gauche. Je suis d'accord, ceci dit, ça reste quand même leur design, et quelque part, c'est un petit peu normal que ça leur appartienne. Maintenant, je pose la question qui me brûle les lèvres, pourquoi si tardivement? Pourquoi aujourd'hui, quoi? Je veux dire, ils ont laissé faire des années, des décennies, et aujourd'hui, en 2026, ils se réveillent comme si maintenant, on s'est dit, ouais, il y a de l'argent à prendre, voilà. Moi, je suis pas fondamentalement contre la marque. Moi, on a tous commencé sur une copie de Strat, hein. Franchement, je pense que sur tous les guitaristes qui regardent cette chaîne, je pense que on a quasiment toutes et tous commencé sur une copie de Strat, hein. Moi, mon premier modèle, c'était une Jim Harley, hein, une belle copie de Strat, bien dégueulasse, hein, ceci dit. Si j'avais eu les thunes à l'époque, bien évidemment que j'aurais pris une Strat. Évidemment, j'avais une espèce de manche barbelée, elle était dure à jouer, mais bon, c'était ma première
guitare. Si on n'avait pas pu copier le modèle Strat, j'aurais joué sans doute sur un autre modèle. Mais bon, c'est quand même, il y a quand même une espèce de, un petit peu d'hypocrisie là derrière. Moi, quand je regarde les guitares là que j'ai au mur, j'ai trois Ibanez avec ma compagne. On a 3 Ibanez et les 3 Ibanez, c'est quand même ce qu'on appelle des super Strats. Les super Strats, c'est le corps de la Strat qui a un peu évolué. Donc quelque part, on reste quand même dans ce design un peu. On va pas couper court à 70% de la production mondiale parce que Fender a décidé de breveter son modèle un petit peu tardivement. On va voir ce qui va se passer, mais je pense franchement que ça va pas changer grand chose. Et d'ailleurs, au passage, puisqu'on est lancé sur le sujet de Fender, j'ai été me balader dernièrement dans un petit magasin parce que je voulais regarder les guitares. Il y a une guitare qui me fait vraiment de l'œil en ce moment et justement c'est une espèce de copie de Strat. Enfin, on peut pas plus faire copie de Strat que ça. C'est une guitare que je trouve vraiment belle. Il y a une forme Telecaster, une forme Stratocaster et je la trouve vraiment bien. C'est une marque française qui fait ça. J'ai envie d'aller les essayer. Je les ai vus en magasin, elles me plaisent vraiment beaucoup. Et j'en ai profité bien entendu pour me balader avec mon pote dans les rayons, regarder un petit peu les modèles qui étaient accrochés au mur. Et on va se dire, c'est quoi cette mode des Fender Relic? C'est quoi la mode des reliques aujourd'hui en guitare? Des guitares qui sont abîmées en usine. Je trouve ça super beau, super chouette, mais ça me dérange quelque part un peu. Vous avez des modèles qui sortent des usines Fender qui coûtent 3, 4, 5 000 balles, des Fender reliques faites en usine, super belles, mais déjà pré-abîmées. Et là, je me pose la question, je me dis, mais c'est tout notre monde moderne qui s'étale devant nos yeux. C'est un peu comme acheter un jean déjà craqué. Vous savez, le jean, normalement, vous l'achetez, vous faites bien gaffe de pas trop l'abîmer, parce que quand commence à y avoir un trou au genou, il va falloir quelques semaines, dans le pire des cas, quelques mois dans le meilleur des cas, pour que le jean il soit inutilisable, parce que vous allez passer le genou à travers, avoir le pied en l'enfilant. Ouais, rigolez pas, ça nous est tous arrivé. En tout cas, je ne comprends pas cette manie d'acheter un instrument qui est pré-abîmé en usine. Alors bien sûr, c'est super beau. Bien sûr, on a l'impression d'acheter une part d'histoire. Bien sûr, on a l'impression d'avoir une de ces guitares qu'on voit d'habitude chez nos guitaristes préférés, une vraie guitare qui a vraiment vieilli dans le temps. Mais je trouve que quelque part, il y a un peu... il y a une escroquerie totale derrière, en fait. On vous vend un instrument, mais il n'a pas d'histoire. C'est un instrument qui sort d'usine, et on vous le donne comme s'il avait eu une grande histoire, qu'il était passé de main en main, qu'il était passé dans les mains d'Hendrix, qu'il avait abîmé sur scène. Non, une guitare, franchement, c'est fait pour vivre à votre rythme. Vous rachetez une guitare à quelqu'un, elle a déjà vécu, vous allez transpirer dessus, peut-être qu'avec un peu de chance, votre transpiration va un petit peu abîmer le vernis, peut-être qu'elle va se prendre des coups. La plupart des gens, ils sont là, ouais, j'ai fait un poc à ma guitare et tout ça. C'est pas grave, ça lui donne de l'identité, ça lui donne du caractère, c'est pas grave d'abîmer soi-même sa guitare. Mais acheter un instrument déjà abîmé en usine, faussement abîmé en usine, moi je trouve quand même ça un peu débile. Alors, attention, pas de jugement de ma part, si vous avez craqué pour un de ces instruments, aucun jugement, vraiment, moi-même je pourrais craquer parce que je les trouve super belles, mais vraiment belles, hein. Quand je les regarde, je me dis, il y en a certaines, elles ont un reliquage qui est vraiment sublime, ça fait super beau, on a envie d'avoir cette guitare, on a envie de la poser au mur, presque comme un instrument d'époque, un peu vintage, un peu précieux, mais quelque part, ça reste un instrument neuf, qui a pas vieilli, ça reste un instrument neuf qui a pas d'histoire. Enfin, ça c'est notre époque, hein. C'est l'époque des apparences, c'est l'époque Insta, c'est l'époque où on doit paraître, voilà. Moi je trouve ça un petit peu débile, je sais pas ce que vous en pensez, venez m'en parler dans les commentaires, ça me fera plaisir et ça m'intéressera beaucoup de vous lire. Un petit mot maintenant sur les stars, hein. Kev Adams, j'ai toujours dégobillé dessus, je déteste Kev Adams, je le trouve pas drôle, je le trouve pas pertinent, j'aime pas du tout Kev Adams. Donc voilà, ceci dit, Kev Adams, je sais pas si vous avez suivi dernièrement, il a fait une prestation ultra remarquée à America's Got Talent. En gros, l'Amérique a un grand talent, comme la France a un incroyable talent. Voilà, c'est ça, c'est cette émission en France. Là, c'est l'émission américaine, et il s'est produit dans un espèce de show, une intervention humoristique, où il fait un petit peu des sketchs en américain, enfin en anglais, et je trouve ça super bon. Je l'ai trouvé vraiment très à son aise, et là pour le coup, respect total à lui, parce que autant j'aime pas son personnage public, moi il me fait pas rire, je trouve ses sketchs pas drôles, autant le plus grand principe qui dicte ma vie, c'est sors-toi les doigts. Et sors-toi les doigts, c'est très important pour moi, parce que je pense que vous pouvez faire, vous toutes et tous qui êtes sur cette chaîne, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez envie de devenir guitariste de studio, pratiquez la guitare 2-3 heures par jour, et vous serez bon. Dans 3 mois, dans 6 mois, vous serez super bon. Vous avez envie de devenir un expert dans n'importe quel sport, pratiquez, entraînez-vous dur. Mais pour ça, hein, on arrête de sortir, on arrête les fêtes jusqu'à 4h du matin, on arrête de répondre aux appels des potes, non, on se concentre sur sa pratique, et c'est ce qu'a fait Kev Adams. Hein. Finalement, il s'est sorti les doigts à Kev Adams. Il est parti aux States, il a pris un coach en langue, il a préparé ça, il a eu le courage quand même d'aller affronter le regard des autres, de risquer de passer pour un idiot aux yeux des Français que nous sommes, hein, parce que Kev Adams, c'est notre petit expatrié, et il a été se rôder dans les stand-up comedy clubs
club, un petit peu partout là-bas. Il a testé, il a retesté ses blagues qui font qui parlent un petit peu de la différence entre les Français et les Américains. C'est un petit peu couru comme jokes, mais ça passe bien. Il a l'air plutôt à son aise et finalement il a rodé ça jusqu'à arriver à décrocher sa place dans cette émission. Et il a fait un prime qui a été absolument ovationné. Le public s'est levé, ils ont dit t'as été le meilleur qu'on ait jamais eu sur cette chaîne. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable, je suis presque content pour lui, je me dis tiens, il y a quelqu'un qui s'est donné les moyens, il a 35 ans je crois, Kev Adams. Donc c'est plus le petit jeune qu'on a connu et je trouve ça méritant finalement, même si encore une fois, moi vraiment je ne supporte pas Kev Adams, je trouve ça génial qu'il ait trouvé le courage de partir comme ça et qu'il essaye d'un petit peu de vivre son rêve américain. D'ailleurs en parlant des stars, il y a Astier dernièrement, lui aussi, on aime bien quand même critiquer en France. Astier est intervenu sur la chaîne, le vlog de Clément Viktorovitch. Clément Viktorovitch, c'est celui qui a écrit Logocratie. Je le trouve plutôt pertinent. Là, il a été interrogé, je crois que l'émission dure 1h30. 1h30 de Astier interrogé par Viktorovitch. Et c'est marrant de voir comment Astier est devenu l'une des personnalités maintenant les plus défoncées en France, parce que franchement, depuis l'échec de Kaamelott, on a l'impression que tout le monde attendait que Astier se plante pour dire ouais, il a un melon, ouais, c'est nul ce qu'il fait, ouais, ça a jamais été un bon. Alors je trouve quand même que oui, il a un melon, ça c'est mon avis, mon humble avis sur ce personnage. Oui, Astier, il a un melon, mais il l'a toujours eu. Il a toujours eu ce melon, tout le monde applaudissait à l'exoconférence. Il avait déjà cette espèce de melon-là, de venir un peu donner des leçons, et finalement, je trouve que son cinéma reflète un petit peu ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant que c'est un mauvais acteur, un mauvais réalisateur, un mauvais créateur d'univers ? Pas du tout, c'est pas parce que son dernier Kaamelott apparemment est en demi-teinte, je l'ai toujours pas vu. Moi j'ai fait comme vous, j'ai pas été le voir, personne n'a été le voir ce film en fait, ou si peu de monde, j'attends de le voir, mais apparemment il s'est pris un peu les pieds dans le tapis avec ce film, ça a pas très bien marché en salle, mais il faut dire que il n'y avait pas Perceval qui revenait au casting, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, et finalement aujourd'hui le buzz, il marche bien pour les films qui ont décidé d'exploiter le buzz, comme Nolan pour son Odyssée, et il marche pas si bien quand le buzz est mauvais, ça joue vite contre la carrière d'un film. Et moi, pour la première fois d'ailleurs, je suis un petit peu le buzz, j'ai honte de ça, je devrais pas vous le dire, mais je vais au cinéma maintenant, j'écoute un petit peu les critiques, ce que j'avais jamais fait de ma vie. D'ailleurs, je me suis toujours dit non, tu vas voir un film, t'en juges toi-même, mais quand Kaamelott est sorti, j'ai lu vraiment des critiques très négatives, on dit que c'est long, on dit que c'est chiant, on dit qu'on a perdu un petit peu, on a le cul entre deux chaises, ce que je trouvais que Kaamelott pouvait avoir un peu parfois, le cul entre deux chaises, entre l'épique qu'il aurait voulu être et le côté pure comédie franchouillarde. C'est surtout que j'avais l'impression qu'à la fin du premier volet que j'avais adoré, on avait résolu un peu pas mal de choses, et visiblement on n'a pas du tout résolu un peu le spleen d'Arthur. J'ai envie de voir maintenant la quête du Graal, un petit peu autre chose. Donc voilà, moi j'écoute le buzz, j'ai pas été voir ce film, comme j'irais probablement, peut-être, je sais pas voir le dernier Spielberg, parce qu'il se fait absolument éreinter, j'ai pas envie de voir un Spielberg moyen, ça me ferait vraiment mal au cœur, donc finalement je vais peut-être attendre de le découvrir chez moi tranquille, j'aurai peut-être une meilleure vision à ce moment-là. Enfin bon bref, Kaamelott de toute façon on verra quand même la suite, je crois qu'elle est prévue pour novembre, le troisième volet là, il arrive enfin la deuxième partie 2, je sais pas s'il y aura une troisième partie, parce que vu l'accueil très tiède qui a été réservé au film, je sais pas ce que ça va donner en salle que ce troisième volet. J'espère vraiment qu'Astier a eu le temps de prendre en considération un petit peu les critiques qu'il a reçues pour redonner quelque chose qui plaise, qui fascine les spectateurs, qui les draine un petit peu dans les salles, parce que si le film était déjà préparé, déjà quasiment monté, qu'il n'y a toujours pas Perceval, j'ai peur qu'il se prenne une cinglette et que ça soit la fin de cet univers qu'on a tous adoré à un moment ou à un autre. Bref, on va voir ce qui se passe. Et on va accélérer un petit peu le rythme, parce que l'émission commence à tourner. De quoi on parle maintenant ? Doctor Who, pour la première fois depuis la création de la série, il y a un gros hiatus. C'est pas la première fois, en fait, l'émission, la série télé a déjà eu des périodes d'absence des écrans anglais. C'est une série anglaise, elle date de 1963. Je crois que c'est quelque chose comme 685, enfin presque 700 épisodes. C'est la série de SF la plus longue, je crois, au monde. C'est la BBC à la base. Doctor Who, c'est une série de SF un petit peu fauchée, et puis très vite ça a drainé un culte avec les années, un public rajeuni à chaque fois, comme le Docteur, parce que le Docteur peut changer d'apparence, donc c'est prétexte bien sûr à changer les acteurs quand on en a envie. Alors normalement on a eu l'immense David Tennant, on a eu Matt Smith, Peter Capaldi, on a eu Jodie Whittaker. J'adore cette actrice, par contre visiblement le public n'était pas prêt pour avoir un Docteur qui soit une femme. La série a plutôt plu, mais quand on voit les audiences, elle commençait déjà un petit peu à s'effriter. Et alors normalement il s'est passé un truc chez Doctor Who, c'est que ça a été wokisme à tous les étages. Super wokisme. Et ouais, en 2 ans, tout récemment, 2023-2025, on a eu Ncuti Gatwa dans le rôle du Docteur. Donc ça a changé un petit peu, ça a fait bouger un peu les lignes.
il n'y a pas que ça comme problème, hein. Disney est venu s'associer à la BBC pour la série. Alors bien sûr, on sait que tout ce que touche Disney, ça se transforme en or, hein, on le voit sur Star Wars. Donc ils sont venus un petit peu pourrir la série, et franchement, ils l'ont vraiment pourri dans les grandes largeurs. C'est-à-dire que là, ils n'y ont pas été, c'était pleine époque de wokisme convaincu, et on y a été à fond. Alors bien sûr, je vous parle pas que de la couleur de peau de l'acteur principal, ça on s'en fout. Que le docteur soit noir, que ce soit un nain, que ce soit une femme, ça pose aucun problème, ça bien évidemment. Mais par contre, le showrunner Russell T. Davies vient de se faire limoger. Alors lui, il dit qu'il est parti, hein. On ne sait pas s'il est parti, en tout cas là, vu le drop total dans les audiences, c'était pas étonnant qu'il parte. On devait balancer un épisode spécial de Noël, un Christmas special qui était attendu, et puis finalement on a annoncé qu'il verrait pas le jour. Moi j'ai entendu des plans pour relancer la série, mais pas avant 2030. C'est ce que j'ai entendu, hein, donc ça veut dire que pour l'instant la série elle est bien dans le marasme. Vous verriez les audiences, moi j'ai vu la chute, c'était dramatique. Mais il faut dire qu'on a un petit showrunner, Russell T. Davies, qui a pas bien fait le boulot. Alors je vous passerai tous les changements qu'il y a eu dans la série, toutes les hérésies qu'il y a eu, mais quand on regarde certaines images du Doctor Who, ça fait vraiment du mal. Je vous parle de wokisme, là je vais pas vous expliquer en détail tout ce qui s'est passé, je vous donne un exemple quand même. Il y a un personnage d'un méchant qui s'appelle Davros. Davros, c'est un personnage qui a été créé, je crois, au milieu des années 70, en 75, ouais je crois. Et Davros, c'était un personnage un peu défiguré, une espèce de personnage qui se déplaçait en chaise roulante avec tout un appareillage, et Russell T. Davies, il s'est exprimé pour dire qu'il avait modernisé Davros. Donc en gros, je vous explique, hein, Davros avant c'était ça, vous voyez quand même une certaine classe, et puis Davros maintenant, c'est ça. Et ouais, parce que Russell T. Davies, il dit je me sentais mal quand même que la figure du mal soit un handicapé, c'est plus l'époque, on peut pas faire quelqu'un qui est en fauteuil roulant avec un appareillage et qui fait que le mal. Là, je suis très très fier d'avoir fait ça, d'avoir participé à ce changement. Enfin bon, on voit ce degré de débilité Davros créé au milieu des années 70. Non, il n'a pas le droit d'être en fauteuil roulant, il n'a pas le droit d'être un méchant. Enfin vraiment, je ne mens pas, je n'exagère pas, hein, c'est vraiment ce qu'il a dit. Je peux vous retrouver des extraits de témoignages, peut-être que je vous le donnerai un lien si je le retrouve, cette intervention. Elle est vraiment lamentable. Hein. Et à force de wokisme, et surtout à force d'insulter les fans. Mais on insulte les fans ouvertement maintenant, il faut croire que c'est une mode. Hein. C'est une mode partout en France, partout, on insulte les femmes. Si vous n'aimez pas, vous êtes des gros racistes. Vous n'êtes pas déplacé pour voir mon film, c'est que vous n'êtes pas prêts, c'est que vous êtes des bigots, c'est que vous êtes des gens qui restent dans leurs croyances d'arriérés. Enfin, vraiment, c'est ça qu'on entend. On a entendu ça pour Doctor Who, on a entendu ça pour The Acolyte de Star Wars, on a entendu ça bien sûr en France pour... allez, je vous le recite, celui-là, Toute pour une, où le casting était venu à quasiment insulter les spectateurs. Si vous ne déplacez pas, c'est que vous êtes des gros racistes. Voilà, en tout cas, les spectateurs, on peut les insulter un petit peu, tendrement, mais on va pas tendre l'autre joue. À un moment, quand on veut pas de nous, hein, vous avez un chien qui vient vous réclamer à manger, que vous lui donnez un coup de pied une fois, 2 fois, et que vous lui donnez un coup de pied tous les jours, au bout d'un moment, il va aller chercher à manger ailleurs. Là, c'est pareil, nous on est des spectateurs, on veut du plaisir, on veut du fun, on veut des recettes qu'on connaît un petit peu modernisées, on veut des idées, on veut de l'inventivité. Si on n'a rien de tout ça, et qu'en plus vous nous insultez, vous nous dites d'aller faire des courses ailleurs, nos courses on ira les faire ailleurs, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé avec Doctor Who, tout le monde a dégagé de la série. Voilà comment une série est mise plus bas que terre, voilà comment une série est tout simplement annulée à cause du wokisme. Et là encore, j'en profite, hein, parce que c'est un mag, on est entre nous tranquille, mais le wokisme à la base, ça partait quand même d'une bonne idée. Une fois quelqu'un m'a dit le wokisme, comment ça une bonne idée? Ouais, ça partait d'une bonne intention, l'idée de remettre un petit peu des gens qu'on voit moins sur le devant de la scène, de mettre aussi des figures oubliées de l'histoire un petit peu, de porter le focus sur des gens dont on a oublié le nom, dont l'histoire avait oublié jusque-là le nom. Moi je trouvais ça intéressant comme démarche, et puis c'est devenu vraiment n'importe quoi. Le jour où on a commencé à censurer des écrits de Roald Dahl, le jour où on commence à décréter que le Doctor Who, il n'a pas le droit d'affronter un méchant qui soit en fauteuil roulant, la messe est dite, et puis forcément les gens se barrent. Alors bien sûr pour l'instant, quand on regarde les sites américains, sites anglais, sites français aussi certains, j'ai trouvé plein de trucs sur cette annulation. Personne ne parle de ça, personne ne parle du wokisme, tout le monde dit oui, c'est annulé, l'audience avait chuté. Ouais, mais les gars, soyez pas aveugles, hein. Regardez pourquoi les audiences avaient chuté. Enfin voilà, je vous laisse vous renseigner sur tout ça, c'est passionnant cette affaire, moi je trouve ça génial. D'ailleurs le wokisme, 2023-2025, Doctor Who, on voit que les choses commencent quand même à changer. Alors faut se méfier, hein. Chasser le loup par la porte et puis il va rentrer par la fenêtre. Donc moi je me méfie un peu. Le wokisme, on croit qu'on en a fini, on croit toujours s'être débarrassé du diable comme ça, et puis finalement il va revenir par la petite porte, mais pour l'instant on a quand même l'impression que ça se tasse. De quoi en parlant dernier, j'avais envie de partager ici
une petite réflexion avec vous. J'ai eu des discussions passionnantes dernièrement avec ma compagne sur le cinéma, avec un ami, John, sur de la musique. On parlait beaucoup parce que j'ai écouté le dernier Alice Cooper et je me dis, il a fait un truc à l'ancienne, Alice Cooper. On en reparlera bientôt sur 40 Something. Ce dernier album d'Alice Cooper, il a fait revenir toute l'équipe d'avant et je trouve ça vraiment génial. Une équipe de vieux qui fait un super album. Le dernier Alice Cooper, il est vraiment incroyable. Et je me pose vraiment la question de savoir aujourd'hui si on n'est pas finalement prisonnier, un petit peu bridé par toute cette opulence de moyens qu'on a, de créativité, enfin d'outils de création dont on dispose. Parce que franchement, les Beatles ou Hendrix, ils devaient commencer par enregistrer sur 4 ou 8 pistes. Aujourd'hui, n'importe qui avec un petit peu de matos, vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez acheter du matos et faire des films en qualité quasi professionnelle. Il y a des réalisateurs aujourd'hui qui filment à l'iPhone. On peut filmer à l'iPhone, on peut étalonner chez soi tranquille avec un ordinateur pas trop cher, on peut faire des bonnes prises de vue avec des appareils photo qui coûtent pas un bras, on peut faire de la musique chez soi, tranquillement, même limite sans instruments, avec des instruments virtuels, on peut se faire aider de l'intelligence artificielle, bref, on a tous les outils qu'on veut à portée de main. Aujourd'hui, on peut tout faire au cinéma. À une époque, on réfléchissait comment on allait pouvoir faire en sorte qu'un mec s'envole. Pour le premier Superman, c'était toute une logistique. Comment on va le faire s'envoler? Faut pas qu'il s'envole trop vite, faut qu'il s'envole lentement. Enfin, on réfléchissait à tout un tas de choses. On était vachement limité. Et moi, je me pose la question si aujourd'hui, le fait d'avoir accès à tout, de pouvoir tout faire, je le répète, on peut tout faire au cinéma. Hein. Les limites du cinéma aujourd'hui sont celles de notre imagination. Et bien l'imagination, visiblement, il n'y en a plus tant que ça. Parce que oui, on voit des belles choses, oui, on entend des belles choses, oui, il y a encore des beaux disques qui sortent, oui, il y a encore des films qui sortent qui sont très sympas. Moi, je vois plein de choses que j'adore, mais je vais chercher plus du côté des petites péloches, plus du côté des petits films indés, plus du côté des films qui n'ont pas trop de budget que vers ces gros blockbusters. Les studios, on a l'impression qu'ils ont rendu les armes, quoi. Ils ont plus d'idées. Ils recyclent et on voit Mandalorian et Grogu, ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent, ils nous livrent un petit Star Wars sur grand écran, ça fait vraiment du mal. Je vous le répète, hein, aujourd'hui on peut tout faire. Donc je veux dire, les limites, c'est vraiment celles de la créativité, les limites sont celles de l'imagination, et je me dis, mais franchement, je me rappelle quand j'étais gamin, on allait découvrir des films, on était touché au cœur. Hein. Là, derrière moi, j'ai une pile de Blu-ray là, que j'ai racheté. J'ai hâte de me revoir La Mouche de Cronenberg, vous voyez, des films comme ça. Mais je repense au choc que j'ai eu en découvrant Matrix, en découvrant Jurassic Park, en découvrant Terminator. Et sa suite des années plus tard, en découvrant Piège de cristal, en découvrant Predator, en découvrant comme ça tout un tas de films qui m'ont marqué au fer rouge, en découvrant les Star Wars. Donc je veux dire, aujourd'hui, il est temps un peu de se reprendre. C'est pas parce qu'on a tous les moyens. Je pense vraiment aujourd'hui que la créativité, elle est limitée par cette opulence. Quand on lit des biographies d'artistes, quand je lisais normalement la biographie de Springsteen, mais Springsteen, il n'avait pas de thune, quoi. Springsteen, s'il n'avait pas été une star, si sa musique, ça n'avait pas fonctionné, Springsteen, à l'heure qu'il est, je pense qu'il serait mort. Ou alors il serait pompiste dans une petite station du Kentucky, vous voyez, il aurait des dents toutes pourries, il n'aurait pas de thune, voilà, parce qu'il a tout donné à son art, il n'avait pas d'argent, il allait dormir sur les canapés de ses potes, il jouait de ses petites chansons, et si ça n'avait pas marché, qu'est-ce qu'il aurait fait d'autre? Parce qu'il a tout donné à son art. Et moi j'y crois, ça, encore une fois, sortez-vous les doigts, j'y crois, faut se sortir les doigts, faut essayer de créer, mais je pense qu'on ne crée jamais aussi bien que dans la contrainte, que dans l'adversité. Il faut se donner, on a besoin de faire des efforts. Quand on a tout comme ça, ben voilà, la facilité, elle est partout, et on n'a plus de grands disques comme on a pu avoir à l'époque. Alors, discours de vieux con, peut-être, hein, peut-être que vous ne partagez pas à mon avis, mais quand systématiquement on me cite Billie Eilish ou tout un tas de chanteuses comme ça, ouais, c'est bien produit, ouais, c'est sympa, ouais, elles sont cool avec leur voix de baby girls, là, cette voix de bébé qu'elles ont toutes. Mais au bout d'un moment, ça a ses limites, on n'a plus de grands groupes. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un monument, un grand groupe comme Queen? Ben, ça n'existe plus, parce qu'aujourd'hui, la musique, c'est trop facile. Mais à l'époque, Queen, fallait sortir des sous, fallait leur payer des studios pour enregistrer, pour s'y enfermer et jouer du ping-pong pendant 1 an, à réfléchir aux idées, et puis d'un coup à dire « Ah, là, on a l'inspiration ». Bref, il fallait de l'argent, il fallait de l'envie, il fallait des idées. Aujourd'hui, non, je trouve qu'il n'y a plus tout ça. Franchement, moi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un truc qui m'a scotché, un disque où je me dis « Ah, ça, gros disque de chevet ». Ouais, j'entends des disques vraiment super, mais c'est fait par des vieux qui font encore de la musique, un peu comme à l'époque. Mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu un truc monumental, quelque chose qui va rester. Vous voyez, même Muse, à une époque, ils sont arrivés, je dis « Ah, Muse, c'était bien, c'était super ambitieux ». Aujourd'hui, depuis 3-4 albums, ils recyclent quand même pas mal, c'est un peu moins grandiloquent que ce qu'ils ont pu faire avant, donc voilà, c'est mon petit avis, je vais pas vous dire que c'est pourri, rien n'est pourri aujourd'hui, j'aime toujours autant le cinéma, j'aime toujours la musique, je trouve toujours mon lot de choses à acheter, à écouter, parce que j'arrête pas d'acheter, je trouve qu'il y a des choses superbes qui se font, mais ceci dit, je continue à penser que les meilleurs scénaristes aujourd'hui sont dans la bande dessinée, hein. J'en discutais dernièrement avec un auteur de BD qui s'appelle Mats,
et qui était d'accord avec moi, pour le coup, on a discuté un petit peu autour de ça. Je trouve que les meilleurs scénaristes, ils sont pas limités, ils ont pas de question de budget, et ils font des bons scénarios en bande dessinée. Voilà, et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte de lire vos retours, vos commentaires. Voilà, si vous êtes encore là, alors je vous l'ai dit en début d'émission, mais n'hésitez pas, le petit pouce, vous pouvez même booster cette émission si le cœur vous en dit, likez, partagez, commentez, ça me fait toujours très plaisir, mais vraiment, hein, sincèrement, ça me fait vraiment plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. Des fois, vous allez me laisser 3 petites phrases. Je suis vraiment heureux de vous lire, et puis vous m'apportez un petit peu de matière à penser, un petit peu de grain à moudre. C'est ce que j'essaye de faire avec le mag à chaque fois. Hein. C'est des choses, j'ai entendu des news, j'y ai réfléchi, ça m'a apporté un peu de matière à penser. Je me suis dit, pourquoi pas venir là devant vous? J'allume la caméra, je partage tout ça ici, en espérant que ça vous ait plu et que vous ayez été du voyage. En attendant forcément de se retrouver pour toute autre chose, et je vous dis comme toujours, profitez de tout, sans limitation aucune, éclatez-vous, soyez curieux, et bien entendu, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!